Tu t'apprêtes à écouter Parcours de combattante, un podcast dédié à l'endométriose. J'ai d'abord demandé à Pauline de m'expliquer ce que c'était que l'endométriose. Alors voilà le topo. L'endométriose, c'est une maladie qui est gynécologique. On dit qu'elle touche une femme sur 10. Et bon, quand on dit femme, dans notre société encore très normée, on parle de personnes ayant un utérus. Tu me vois venir ? Ouais, ça veut dire que certains hommes trans et certaines personnes non binaires peuvent aussi avoir cette maladie. Tu me suis ? En gros, tant que ton corps porte un utérus, tu peux être atteint ou atteinte de cette maladie. Alors tout part de l'endomètre. C'est ce qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Au cours du cycle et sous l'effet des hormones, les estrogènes essentiellement, l'endomètre s'épaissit en vue d'une potentielle grossesse. Mais s'il n'y a pas fécondation, la partie interne de l'endomètre se désagrège et est éliminée lors des règles. Quand on a une endométriose, me dit Pauline, certaines cellules de l'endomètre remontent par les trompes au lieu de s'évacuer par des règles dites classiques. Ces cellules provoquent ensuite des lésions, des kystes qui vont se placer sur différents organes. On a tendance à penser que ces lésions se placent sur les organes génitaux, et c'est le cas, mais pas que. Elles peuvent aussi se placer sur les organes voisins, de type le rectum, le tube digestif, on en trouve dans le dos et parfois même sur les poumons. Et ces lésions, qui sont constituées de petites terminaisons nerveuses, elles réagissent pendant les cycles, et puis après elles réagissent aussi en dehors des cycles, ce qui crée des douleurs qui sont très intenses et très difficiles à supporter. Pour te donner une idée, la plupart des personnes avec qui j'ai discuté m'ont dit que ça donnait l'impression de coups de poignard, de coups de couteau. Gaëlle, elle m'a parlé de violents éclairs dans le bas-ventre. Et ces douleurs, elles sont tellement insupportables qu'elles peuvent parfois provoquer des malaises. Sur la vingtaine de personnes avec qui j'ai discuté, il y en a 5 qui m'ont parlé de malaise. Lisa, l'une d'entre elles, m'a même raconté qu'un jour, elle a fait un malaise sous sa douche. L'endométriose, c'est aussi des règles qui sont très hémorragiques. Ça a toujours été compliqué le rapport aux règles, c'est-à-dire que j'étais je pense en 5e ou en 4e et dès les premières semaines, dès les premiers mois on va dire, des douleurs horribles, c'est-à-dire que j'ai des souvenirs vraiment de moi en train de ramper au collège, d'aller à l'infirmerie pour rentrer chez moi. J'avais des violentes douleurs dans le bas du dos. Ça se traduisait par des grosses douleurs sans prise d'anti-inflammatoire et également un flux très important, si important qu'à la base, j'ai dû aller consulter à 11 ans pour essayer de trouver un médicament qui pouvait ralentir les flux étant donné que j'avais des flaques de sang au sol. En fait, j'avais pas de douleur particulière quand j'avais mes règles. En fait, j'avais des douleurs, mais c'était pas non plus insurmontable. Par contre, j'avais des règles super hémorragiques. 3-4 mois après avoir eu mes premières règles, elles se sont plus arrêtées. Je les ai eues pendant 3 mois d'affilée. Mais en fait, le degré de la douleur est très difficile à dire parce que c'est jamais le même. Et ça dépend un peu de ce que tu fais, si tu es en activité ou pas. Je me sentais tout le temps faible, je tombais tout le temps malade. Beaucoup de malaise, à en pleurer, à être pliée en deux, à pas pouvoir me lever, à pas pouvoir aller à l'école, à avoir des règles très très hémorragiques. Et ça me bloque la jambe droite. C'est comme si j'avais pas de jambe en fait. C'est comme si c'était un membre fantôme en fait. Je la sens pas du tout. Ça veut dire que j'ai mal tous les jours depuis janvier 2019. J'avais avant jamais vraiment eu trop de douleurs. Et en fait, au début du mois de janvier, j'ai commencé à avoir mal au ventre. De janvier à mai, je crois, avril, ouais, en tout cas, j'allais 3 à 5 fois par semaine aux urgences parce que j'avais très très mal et que ça devenait vraiment invivable. Et attends, parce qu'il n'y a pas que ça, hein. Parmi les douleurs, il y a aussi les dyspareunies. Ce sont des douleurs qui sont provoquées pendant les rapports sexuels. Pour moi, c'est mon top 3, tu vois. Les douleurs pelviennes, vraiment qu'on connaît de l'endométriose. Mais moi, en deuxième, j'aurais mis les dyspareunies. Très rapidement, dans mon histoire de vie sexuelle, j'ai été confrontée à ces dyspareunies. J'ai jamais connu de rapport non douloureux. Donc, après, il y a une échelle, bien sûr. J'ai pas toujours souffert le martyre. Mais pour moi, ces rapports étaient vraiment associés à une douleur. Donc ces lésions, elles sont là, elles s'installent un peu partout dans ton corps et elles se multiplient. On peut te les retirer, ça j'y reviendrai plus tard, mais elles peuvent revenir tout au long de ta vie et ce jusqu'à la ménopause. Et donc toi, quand ton corps abrite ces lésions,
Tu peux souffrir le martyre du matin au soir et du soir au matin. Les médecins te bourrent d'antidouleurs, d'anti-inflammatoires, mais parfois, selon l'endométriose que tu as, ces médicaments, ils fonctionnent même pas. T'imagines ? Alors, il y a plusieurs propositions. D'après ce que j'ai compris, un des trucs dont on a la certitude, c'est que les douleurs, elles se stoppent à la ménopause. Plus de règles, plus de douleurs. Donc, certains médecins te proposent la pilule. En ce sens, la pilule agit pour calmer tes douleurs. Parfois, tu peux prendre la pilule en continu. Plus de règles, plus de douleurs. En tout cas, c'est l'objectif. Sauf que ça aussi, ça peut être très chiant. Parce que encore faut-il que tu veuilles bien la prendre, la pilule. Et encore faut-il trouver la bonne pilule, celle qui te convient. Alice, par exemple, elle m'a raconté qu'elle en a testé plein et qu'aucune n'a vraiment fonctionné. J'ai essayé plusieurs pilules, une qui enlevait les règles, une qui créait une ménopause artificielle, une faite pour les jeunes filles, une faite pour les femmes enceintes. J'en ai testé plusieurs. Aucune ne me convenait, et à chaque fois que mes règles revenaient, à chaque fois que j'arrêtais la pilule, les douleurs étaient de plus en plus fortes. L'endométriose, c'est une maladie qui est toujours peu connue et reconnue. Chloé, une des personnes avec qui j'ai discuté, m'a dit qu'on l'appelait le cancer blanc. Ouais, parce qu'elle est fourbe, la maladie. On te fait passer des échographies pelviennes, des prises de sang, des scanners, des IRM, et parfois, tes lésions, on les trouve même pas. On dit qu'en moyenne, une personne atteinte d'endométriose met 7 ans avant d'être diagnostiquée. T'imagines ? Parmi les personnes atteintes d'endométriose avec qui j'ai discuté, certaines ont mis quelques mois à être diagnostiquées. C'est le cas de Lisa. Il a fallu qu'elle attende 4 mois avant de savoir officiellement ce qui se passait dans son corps. Et quand tu écoutes son histoire, 4 mois, c'est vraiment long. Je pense qu'en tout, depuis que je suis atteinte de la maladie, donc sans compter celle que j'ai faite avant, dans ma jeunesse, j'allais dire, non, avant d'être malade en tout cas, je pense que j'ai fait au moins une trentaine d'échographies pelviennes, donc internes. J'ai dû uriner dans une cinquantaine de petits pots pour faire des tests. Okay. Et les prises de sang, je n'en parle même pas. Et en fait, personne trouvait l'endométriose. Et au bout d'un moment, ils ont commencé à être saoulés de me voir tout le temps parce que c'était pas possible, quoi. Enfin, ils trouvaient rien. Il y avait vraiment rien du tout selon eux. Les résultats étaient parfaits. Et en plus, ils comprenaient pas parce que s'il y avait eu endométriose, selon eux, maintenant je sais que c'est pas toujours vrai, du coup ça veut dire qu'il y a une inflammation et que normalement dans les prises de sang, tu as donc un signe de cette inflammation, que ton corps se bat contre quelque chose. Et moi, tout revenait parfait. Et du coup, quand enfin on t'a diagnostiqué l'endométriose, tu l'as vécu comment ? Déjà, j'étais très très en colère. Ok. Parce que du coup, j'avais quand même vécu plusieurs mois à vraiment souffrir et où on m'a vraiment prise pour une folle. Je te passe toutes les violences gynécologiques et obstétricales que j'ai vécues entre-temps, psychologiques aussi du coup, parce que le traitement était vraiment pas du tout... Enfin, aux urgences, je me suis vraiment fait mépriser comme pas permis. Donc ça a été assez difficile et j'étais en colère. Je me suis dit c'est quand même con parce que... Pardon, c'est quand même pas très, très, très malin parce qu'au final, si les gens étaient formés correctement, j'aurais évité 4 mois de souffrance comme ça. J'aurais évité une opération quand même. C'est pas rien, quoi. J'ai 3 cicatrices, donc certes petites, mais je les ai, quoi. C'est un peu... C'est pas évident toujours. Puis du coup, j'ai eu des problèmes dans mon travail. J'ai eu la chance d'avoir un patron très, très compréhensif, mais au final... je lui disais du coup c'est bon, donc c'est bien un kyste, donc ça c'est bon, il s'est rompu mais ça va aller. Au final non, il faut que je retourne aux urgences. Bon je me suis fait opérer, donc là normalement c'est bon, donc la patience du chef super sympa. Et au bout d'un moment il en avait un peu marre, quoi. Il disait bon Lisa, il serait bien qu'on trouve ce que t'as, j'imagine bien que ça te fait suer, mais nous ça nous arrange pas pour l'organisation du boulot, etc. Donc voilà, vis-à-vis de mon copain, de ma famille, de sa famille à lui aussi, qui m'a beaucoup aidée pendant cette période-là. Et puis du coup le soulagement de me dire pas folle comme énormément de femmes qui découvrent leur endométriose longtemps après. Donc moi j'ai eu de la chance, j'ai une petite errance médicale de 4 mois, mais du soulagement. Et puis après de l'inquiétude, quoi, de me dire et c'est quoi la suite, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de fertilité lié à cette maladie-là, et puis c'est quand même une zone qui est très symbolique dans plein de domaines, donc voilà, ça fait beaucoup réfléchir, quoi. Mais surtout de la colère, et encore aujourd'hui, j'avoue que je m'en suis pas encore complètement départie. Okay. Mais si tu prends Sonia, par exemple, quand on s'est parlé la première fois, elle m'a dit que ça faisait 12 ans qu'elle avait mal.
Et on ne sait même pas officiellement si c'est de l'endométriose parce qu'il n'y a rien aux IRM. Tu te rends compte ? 12 ans. T'as quel âge, toi ? Si tu fais le calcul, ça fait quoi ? Parce que moi, personnellement, 12 ans, c'est un peu plus que la moitié de ma vie. J'ai demandé aux personnes qui m'ont livré leurs témoignages de me raconter leur quotidien. J'étais obligée d'arrêter de travailler parce que j'étais plus du tout efficace, ça servait à rien, j'étais femme de ménage. D'accord. Et dès que je faisais quoi que ce soit, je me pliais en quatre. Quand je faisais les toilettes, je restais presque sur la cuvette parce que j'avais du mal à me relever. Pour le moment, ouais, je vis bien avec, sauf l'an dernier quand j'étais encore à Paris. J'ai eu des douleurs pendant un week-end. J'ai passé le week-end aux urgences, shooté à des quantités de médoc absolument astronomiques. Et rien n'y faisait. Et donc voilà, et donc maintenant je vis plutôt bien avec, sauf voilà cette crise, cet épisode vraiment du coup a duré du jeudi soir au lundi matin. Donc c'était un gros week-end quand même. Ouais, un gros week-end à me tordre. Vraiment j'avais envie de mourir. Vraiment, j'avais envie de. J'habitais au 6e étage, j'avais envie de sauter par la fenêtre juste pour que ça s'arrête. Parfois, j'appréhende de sortir parce que j'ai peur que mes douleurs réapparaissent et me gâchent le moment. J'ai déjà été amenée à rater des jours de cours ou de travail parce que j'étais incapable de me lever. Il m'est arrivé de devoir quitter une salle d'examen pendant quelques minutes parce que je ne supportais plus d'être assise. Et à mon grand âge, ma mère vient parfois me chercher au milieu de journée à la fac ou m'amène chez le docteur pour que je fasse un arrêt maladie pour le travail. Et puis en fait, là, il y a 7-8 mois, j'ai décidé avec mon conjoint d'avoir un enfant. Donc du coup, j'ai arrêté toute pilule. Et donc là, forcément, les symptômes me sont revenus vraiment très très fortement en pleine tronche. Et puis plein de choses que je connaissais pas du cycle parce que finalement, j'ai toujours été sous pilule. Donc je savais pas que l'ovulation, ça pouvait être aussi douloureux. Donc c'est pareil qu'une crise, ça me plie en deux. J'ai des crises tous les mois. Puis quand j'ai mes règles, ça dure des jours et c'est l'enfer. Voilà. En fait, au quotidien, je dirais que j'ai des douleurs tous les jours, mais la plupart des douleurs sont assez supportables. Enfin, je pense qu'après, on s'habitue aussi, on apprend à les supporter. Ça va être des douleurs, j'ai souvent des contractions, en fait. Dès que je fais trop d'efforts, dès que je mange un tout petit peu trop gras, ou dès que je bois de l'alcool. Du coup, mon quotidien, ça va être dès que je fais une sortie au restaurant, je vais vraiment éplucher le menu pour, je vais pas prendre ce qui me fait plaisir, mais je vais prendre le truc où je me dis je suis le moins susceptible d'avoir des douleurs, parce que sinon c'est trop compliqué, ça fait des crises où je peux passer 3/4 d'heure à être en train de me vider aux toilettes, et avec les gens qui font qu'est-ce que tu fais ? Je me mets à avoir des crises aussi, c'est assez curieux, mais dès que je chope froid, en fait quand il y a trop la clim quelque part, je sais pas trop pourquoi, mais du coup ça va être de toujours faire attention à ne pas choper trop froid, et puis après, à force des contractions aussi, ça m'a malheureusement mis le périnée à peu près dans le même état qu'une femme qui aurait accouché. Donc ça va être courir pour aller faire pipi. Parce que, en fait, si j'éternue, par exemple, je vais être là, ouh là 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 là, les toilettes. Bon. Donc l'endométriose, c'est hyper galère, c'est très handicapant et c'est omniprésent. Laure, elle m'a dit qu'elle organisait sa vie en fonction de la maladie. Par exemple, lorsqu'on prévoit des vacances, je sais que on prévoit des vacances améliorées, c'est-à-dire qu'il y a certains jours où on prévoit de ne rien faire au cas où. C'est-à-dire que c'est un jour où on peut positionner un peu n'importe quand dans notre semaine, mettons, où ça serait un jour qui correspondrait à une crise, à une nuit qui s'est très mal passée. Quant à l'endométriose, tu peux louper des jours, des semaines et parfois même des mois de cours ou de travail. Victoria et Stella m'ont raconté comment ça s'était passé pour elles. Elles ont le même âge, mais leurs expériences sont relativement différentes. Ce qui a été le plus dur, je dirais, c'est vraiment au niveau de la scolarité, parce qu'au lycée, les professeurs ne comprenaient pas. Je venais, au bout d'un mois d'école, en septembre, j'avais déjà mon carnet de mots d'absence qui était rempli, c'est-à-dire qu'il y avait marqué mal de ventre, endométriose, et ça a été le grand débat. Le lycée voulait me faire redoubler pour manque d'assiduité. Ok.
ça. Je rendais pas mes devoirs à temps parce que c'était compliqué de jongler entre parfois avoir une copine pour qu'elle nous amène les devoirs, ceci, cela, c'est un peu compliqué. Mes amis pouvaient pas faire ça tous les soirs, m'amener les devoirs. C'est pas à elle de faire ça, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment le regard de même mes camarades quand on rentre en classe et qu'on entend des chuchotements. Oh, regarde, elle était encore absente, pourtant elle a l'air bien, elle est souriante aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est jamais là? C'est vraiment plus, on va dire, l'école ou ça qui a été difficile et qui l'est encore pour l'instant. Et t'as l'impression que t'as été jugée par le fait Oui, que tu sois pas là? c'est pas une impression, j'ai été clairement jugée par mes professeurs. J'ai eu des réflexions plus ou moins... Je sais que c'était pas personnel, ils peuvent pas comprendre, c'est de la compréhension, je le sais très bien, mais ça aide pas forcément dans mon cas. Donc maintenant, j'essaye de faire abstraction. Parce qu'il n'y a que ça à faire, mais quand ça vient de la part de ses meilleurs amis qui disent oh prends un spacement, ça va aller, c'est juste que ça, en fait ça se voit pas, c'est quelque chose qui se voit pas du tout. Donc si moi je passe pas mon temps à dire j'ai mal, les autres le voient pas et comprennent pas pourquoi je suis absente à certains événements, à certains jours d'école mais donc du coup dans ton carnet d'absence c'était écrit que tu avais l'endométriose. Oui, bien sûr, j'ai un PAI, un suivi scolaire du coup. D'accord. On a mis en place un PAI au même titre que donc, les élèves qui sont diabétiques ou je sais pas, une autre maladie chronique en fait. Mais bon, et ma maman a dû insister pendant presque 1 an. Les professeurs ne voulaient pas au début. Ils disaient, oh, vous savez, c'est pas utile. Mais oui, tous les professeurs sont au courant, les surveillants, tout le personnel en fait scolaire l'est, mais ils l'ont fait pour faire plaisir à ma maman, quoi. Il n'y a pas vraiment de reconnaissance. T'as pas l'impression qu'ils comprennent ou qu'il y ait de la reconnaissance du fait que ce soit une maladie importante, quoi. C'est ça. Le jour, à chaque fois que je reviens de cours et que je dis, bah monsieur, je vous ramènerai par exemple ce devoir-là demain matin à telle heure, excusez-moi, j'ai eu un week-end très difficile. Et j'ai le droit à des réflexions comme oui, bah comme d'habitude, on sait avec vous que c'est comme ça maintenant, mais d'une manière assez... avec du jugement derrière. C'est un peu dur parce que certains matins, je me dis bon, ça va pas trop, mais je me dis bon, allez, je me lève, je m'habille, je prends un bon petit déjeuner, je vais en cours, ça va aller, on essaye de se convaincre. Mais comment ça peut aller quand dès 8h du matin, on arrive en cours et qu'on a déjà eu 10 réflexions dans le couloir? Bah oui, c'est ça. Et ça donne pas envie de faire des efforts en fait et de se dire demain matin, allez, courage, j'y vais, je me lève, je vais au lycée. Si j'avais eu des parents qui n'étaient pas autant derrière ma scolarité, il y aurait peut-être eu un décrochage depuis longtemps, je pense. Totalement. Mon année de 3e, c'est simple, j'y étais quasiment pas. Parce que je m'absentais 3 semaines par mois, donc c'était un peu compliqué. J'ai même pas passé le brevet. Bon, heureusement qu'il y avait une partie au contrôle continu, donc je l'ai eu. Mais c'est vrai que j'ai pas passé l'examen comme tous mes copains. Pareil, mon année de seconde, j'étais plus là à partir du mois de février. Mon année de première, c'était la première entre guillemets année où j'étais 100% là. Et puis bon, mon année de terminale, de toute façon, elle a été coupée avec la crise du Covid. Donc bon, j'ai été à l'unité dès le mois d'avril, mais ça n'a pas interféré avec mes cours, vu que de toute façon, il n'y avait déjà plus l'école. Et c'est vrai que c'était très compliqué de suivre les cours. Donc c'était tout le temps manquer les cours pour les douleurs. Et puis bon, dès qu'on a plus mal, il faut retourner à l'école. Et donc vous avez un week-end pour rattraper 3 semaines de cours, quoi. Et donc c'était compliqué. Bon, j'avais la chance de ne pas avoir trop de difficultés scolaires. Donc ça, c'est vrai que j'avais cette chance. Et puis j'avais des professeurs qui étaient vraiment extra et qui m'aidaient, qui parfois me prenaient après le cours pour m'expliquer ce que j'avais manqué, pour me donner un peu des cours de soutien. Donc j'ai eu la chance d'avoir cette facilité, mais je conçois que il ne doit pas y en avoir beaucoup dans mon cas, et que pour d'autres, ou même qui travaillent, ça doit être beaucoup plus compliqué de rattraper le temps perdu. Et alors, ils ne comprenaient pas tous ce que c'était l'endométriose, parce que bon, j'avais pas mal de profs d'hommes, surtout en 3e, donc ils ne savaient pas trop ce que c'était, mais ils comprenaient que j'avais un réel problème, vu que je finissais souvent à l'hôpital, et que c'était une maladie et qu'il fallait m'accompagner le plus possible, quoi. Donc il y en a qui connaissaient, surtout quand j'arrivais au lycée, parce que surtout quand j'étais en première et en terminale, on parlait un peu plus d'endométriose. C'est-à-dire qu'il y a quand même 2-3 ans qui se sont écoulés, donc un peu plus d'informations. Donc là, les profs étaient un peu plus au courant. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber sur des profs bienveillants qui comprenaient vraiment que j'avais une maladie, qu'il fallait m'accompagner pour faire en sorte que l'école, ça soit le plus simple pour moi. Et surtout que même quand ils ne savaient pas ce que c'était, justement, ils essayaient de me rencontrer pour chercher à comprendre ce que c'était, l'impact que ça pouvait avoir sur l'école, et que de temps en temps, si je manquais une après-midi, c'est soit que j'avais mal ou que j'allais chez le médecin, et pas que je séchais ou que j'étais flemmarde, quoi. Donc l'endométriose, c'est encore peu connu et reconnu, c'est ça que je te disais au début. Parce que ça se voit pas directement aux examens,
mais aussi parce que c'est une maladie qui touche à l'intimité des femmes, qui touche aux règles. Et dans notre société, les règles, c'est encore très tabou. Dans notre société, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. On pense que certaines ont juste des règles plus douloureuses que d'autres, et c'est comme ça. Pas de chance. Si tu vomis pendant tes règles, si tu fais des malaises, si tu peux pas te lever, généralement t'entends les gens te dire que ah ouais, c'est pas de chance. Mais prends un space-fond, hein, prends sur toi, tu sais, tout le monde a ses règles, fais pas la chochotte. Mais ça, tu vois, ça n'arrange pas nos affaires. Déjà, c'est une galère d'obtenir un diagnostic parce que ça se voit difficilement, parce que tous les médecins sont pas spécialisés en endométriose, parce que parfois tes profs ils comprennent pas ce que t'as, parce que ta famille comprend pas toujours ce que t'as, et parce qu'encore en 2020, t'es pas prise au sérieux quand tu dis à certains et certaines professionnels de la santé que t'as mal. J'ai été plusieurs fois comme ça à l'hôpital. Je me souviens la première fois que j'ai été aux urgences, donc j'étais pliée en deux. Je vois un médecin, une femme médecin, il faut le préciser quand même, qui déjà j'avais 17 ans, elle fait sortir ma mère de la chambre, donc j'étais vraiment très très mal. Elle m'appuie sur le ventre et elle me regarde dans les yeux et elle me dit « c'est là que t'as mal ?» Et donc, je me mets à pleurer tellement j'avais mal et je lui dis oui. Et là, elle me regarde avec un sourire, vraiment un sourire, je m'en souviendrai toujours. Et elle me dit, mademoiselle, à 17 ans, il faut arrêter de faire du cinéma, il n'y a rien du tout aux examens, rentrez chez vous. Et une fois, j'ai eu une très grosse crise de ventre. J'arrivais même plus à marcher. Et donc ma mère, elle m'a emmenée à l'hôpital. Et puis elle m'a dit, l'hôpital m'a dit, on va vous préparer pour l'appendicite parce qu'on voit que ça. Donc voilà. Donc j'avais la blouse, j'avais déjà le cathéter et tout ça, prêt à être opéré. Et puis juste avant de rentrer dans le bloc opératoire, on me fait une échographie pour voir, entre guillemets, la taille de l'appendice. Puis en fait, c'était pas du tout ça. Donc du coup, ils m'ont ramené dans ma chambre d'hôpital et tout. Ils m'ont dit, on comprend pas, vous avez mal au ventre, mais on voit rien à l'échographie, etc. Donc on va vous garder en observation pendant cette nuit et puis on verra demain. Donc ils m'ont gardé en observation. J'étais dans le service des urgences, donc tu dors pas de la nuit, t'es avec une dizaine de personnes dans le couloir, enfin c'est magnifique. Et puis le lendemain matin, à 9h, il y a le médecin qui revient te voir pour faire un bilan. J'ai toujours mal au ventre, j'étais pliée en deux. Il m'a fait ressortir avec du spafon. Il m'a dit que c'était sûrement mes règles, où j'avais sûrement un petit kyste, voilà. Et il a fini en disant cette magnifique phrase. Maintenant, madame, laissez-moi avec votre supposée endométriose. J'ai des vrais patients qui attendent eux. Et la personne que j'ai eue en face de moi a annoncé à ma mère que je faisais des malaises pour attirer l'attention de mes parents, que je simulais complètement, qu'il fallait arrêter de me prendre au sérieux. Et le seul truc qu'elle m'a dit avant que je parte, c'est franchement, au vu de vos résultats, je me demande si vous êtes vraiment une femme. En tout cas, si vous voulez des gosses, ne comptez pas dessus. Donc, on m'a demandé si ça allait bien dans ma vie, si je m'entendais toujours bien avec mon copain, si je me forçais pas pour avoir des rapports, si ça allait dans mon travail, dans ma famille, voilà, si j'allais voir un psy, enfin, tout ça. Je t'ai sauté le passage où j'ai rencontré une mauvaise nana qui était soi-disant spécialisée dans la contraception, mais au final elle était remplacée par quelqu'un et je le savais pas. Où à l'époque j'étais sous Lilou et la nana m'a forcé le passage au Luthéran alors que je lui ai expliqué corps et âme que je voulais pas. Mais elle me disait vous fumez, je peux pas vous prescrire une oestroprogestative en fait. Je vous mets sous Luthéran, vous n'avez pas le choix. Et elle m'a dit, mais si vous voulez, je peux vous envoyer voir un psychologue. J'étais en mode, mais je vois déjà un psychologue, c'est pas le problème. Je veux pas Luthéran. Donc j'ai pris Luthéran pendant 6-8 mois, tout ça pour apprendre il y a quelques semaines qu'en fait, ça encourage les tumeurs cérébrales à partir de 6 mois de prise. Merci les gars, merci. Ils ont même été jusqu'à dire que comme ma maman avait eu de l'endométriose, elle faisait un transfert de ses douleurs sur moi. La moindre petite douleur, ça y est, tout de suite, vous en faites des montagnes. Et attends, c'est pas tout, hein, parce que Victoria, elle m'a raconté qu'elle a galéré pour être prise en charge correctement, parce que, soi-disant, elle était trop jeune pour avoir de l'endométriose.
Et puis ensuite parce que les chirurgiens étaient réticents à l'opérer, encore une fois parce qu'elle était trop jeune. Mais ça, tu vois, tout ça, cette mauvaise prise en charge, le manque d'écoute aussi, eh ben c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'après, toi, tu peux en arriver à te demander toi-même si t'as vraiment si mal que ça. C'est un combat qui n'est pas toujours évident. Et je me suis posé beaucoup de questions. Et à un moment donné, je me suis dit que c'était peut-être que dans ma tête, que c'était psychosomatique. Et on le répétera jamais assez, c'est ton corps. C'est toi qui sais à quel point tu as mal. Personne d'autre que toi ne ressent ces douleurs. Parce qu'il y a autant d'endométriose que de femmes atteintes d'endométriose, et c'est pas normal d'avoir si mal pendant les règles, ou même en dehors. C'est pas normal, et il faut en parler. Donc une fois que tu commences à en parler, tu trouves un bon gynéco, un bon médecin, qui te prend au sérieux, qui voit que les médicaments ne fonctionnent pas, et qui se remet en question. Et alors là, il te fait faire une batterie d'examens. Et peu importe si t'en as déjà fait 1000 qui n'ont rien donné, tu les refais, parce qu'on veut être sûr. Stella, par exemple, elle m'a vachement impressionnée. Elle m'a dit qu'elle avait passé 1 an au Japon avec des douleurs vraiment très intenses et qu'à son retour, et elle me raconte ça du haut de ses 18 ans, elle est allée voir sa gynéco et elle lui a dit Écoutez, maintenant, je ne bougerai pas de cette pièce tant que vous ne faites pas toute une batterie de tests. Je vous assure que je ne quitterai pas cette pièce. Vous pouvez appeler la sécurité, je ne partirai pas. Donc on m'a fait passer IRM, échographie interne, externe, enfin plein de tests. Et là, ma gynécologue qui me suit donc depuis quand même mes 12-13 ans me dit « Ah oui, en effet, on perçoit quelques petites taches. » J'ai dit « Comment ça ?»« Oh bah je sais pas, je vais appeler une de mes collègues qui est spécialisée là-dedans. » Et la collègue m'a dit « Oui, votre vessie, utérus et votre ovaire droit est tapissé de cellules d'endomètre en fait. Vous avez ce qui s'appelle l'endométriose. » Bon bah voilà, je vous conseille de vous renseigner sur internet et bonne journée mademoiselle. Donc bon, tu fais tes examens, écho, prise de sang, IRM, scanner, et parfois ces examens ils suffisent à détecter l'endométriose, mais parfois non. Et alors là, on peut te proposer une colioscopie qu'on appelle aussi célioscopie. C'est une opération qui consiste à pratiquer de petites incisions sur la paroi abdominale pour permettre au chirurgien ou à la chirurgienne d'accéder à l'intérieur de la cavité abdominale ou pelvienne et donc aux organes qu'elle contiennent. Et d'autres fois, tu vas au bloc opératoire pour un truc qui n'a absolument rien à voir et finalement, on te découvre des kystes, des lésions, bref, on te découvre l'endométriose. Ça a été le cas de ma copine Pauline qui pensait se faire opérer d'une appendicite. Donc j'ai été censée partir au bloc pour aller 1 heure à tout casser. Ils m'ont enlevé l'appendicite et c'était fini. Je suis rentrée le matin en bloc, j'en suis ressortie, il faisait nuit. Et en fait, j'ai passé la journée au bloc opératoire. Enfin, c'est un moment assez marquant et plus après, ça a marqué d'autant plus parce qu'on m'a annoncé après que j'avais une endométriose, mais je suis rentrée le matin, il faisait jour, je suis revenue dans ma chambre, il faisait nuit, quoi. Enfin, donc c'est là qu'on se rend compte qu'on y a vraiment passé du temps. Et puis le soir, on nous dit rien. J'étais avec ma mère, on nous dit absolument rien. Désolée, je te coupe, mais genre t'as passé la journée au bloc opératoire et ils ont rien dit à tes parents pendant, Non, mais j'en ai parlé avec mes parents. Et ma mère m'a attendue toute la journée dans la chambre. Ma mère plusieurs fois demandé et bah ils l'ont jamais rien dit. Enfin, à part que ça allait et que j'allais bien, mais qu'on était toujours en bloc, au bloc, puis après en salle de réveil, etc. Mais vraiment, on nous a rien dit. Et même quand on m'a ramenée dans ma chambre, on nous a rien dit de ce que j'avais en fait. Enfin, parce qu'on se doutait bien que j'avais pas été opérée d'une appendicite et pour autant de temps, ou alors c'est qu'il y avait vraiment autre chose par-dessus, mais on nous a rien dit, quoi. Et on n'a pas vu le médecin le soir. Donc le médecin, il est passé que le lendemain, en fait, le lendemain soir. Ouais, bah oui. Parce que dans la journée, en fait, les infirmières m'ont demandé et elle nous passera vous voir quand il aura fini sa journée, tout ça. Donc, très bien. Donc en fait, tu es dans une chambre d'hôpital, t'as mal parce que du coup, en fait, il m'avait vraiment opéré. Donc j'avais une célioscopie et les cicatrices font mal. Et puis on ressent quoi qu'on a eu une opération et que vraiment on m'a trituré vraiment dans le ventre. Enfin, je peux pas me mettre debout, je peux pas me mettre droite. Enfin, vraiment, j'ai mal quoi. Et le médecin arrive le lendemain, donc. Il rentre dans ma chambre, il dit à ma mère et à moi, votre fille a une maladie qui est une maladie qui touche une femme sur 10 en France, qui s'appelle l'endométriose. C'est une maladie gynécologique. Moi, c'est pas de mon ressort.
elle avait une hémorragie. En fait, j'avais une hémorragie donc interne au niveau du ventre. Il nous dit qu'il essaie de retirer le maximum de lésions, mais moi, c'est pas ma spécialité, donc je vous adresse à un confrère. Bonne soirée, au revoir. Il s'en va. Tu peux donc subir plusieurs types d'opérations pendant lesquelles l'objectif est de retirer tes lésions. Comme il y a autant d'endométriose qu'il y a de personnes atteintes d'endométriose, certaines n'ont besoin que d'une opération, certaines n'ont pas besoin d'opération, et parfois, pour d'autres personnes, il en faut plusieurs. Gaëlle, par exemple, elle a dû en subir 2. Et parfois, la période post-op, comme dit Laure, c'est très compliqué. La première, au niveau de l'hôpital, c'était pas super, mais la première opération, parce qu'on a eu 2, du coup, la première opération s'est pas trop mal passée. C'était une célioscopie assez classique. On a enlevé ce qu'il fallait enlever, ça s'est plutôt bien passé, mais la grosse déception à la sortie, autant effectivement les douleurs sexuelles avaient en grande partie disparu, autant j'avais toujours des problèmes de crise d'endométriose dans le mois sans raison, de douleurs. Et quand j'en ai reparlé au chirurgien, en fait, il a commencé à se dire que là, c'était peut-être dans ma tête. Donc, on m'a envoyé voir un sexologue qui m'a dit, non, c'est pas dans votre tête, tout se passe bien. Voilà, et donc j'ai fait l'autruche pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que ça redevienne extrêmement handicapant, à ce que je sois absente parfois une semaine vaciller au boulot, etc. Donc je me suis dit, il va falloir y retourner. Donc là, j'ai consulté un autre hôpital, un autre professeur, qui n'était pas du tout humain, mais qui par contre techniquement était excellent. Et du coup, en fait, on a découvert que que déjà, il y avait des choses qui n'avaient pas été bien faites pendant la première opération, que mon endométriose était digestive, du coup, qu'elle commençait à atteindre les intestins. J'expliquais plein de choses. Et puis voilà, donc je me suis fait réopérer et là ça s'est beaucoup plus mal passé parce qu'en fait à la sortie de l'opération, déjà j'avais un énorme risque de stomie, c'était ma hantise, donc la stomie, je sais pas si tu vois ce que c'est. Alors en gros c'est un anus artificiel quoi, donc voilà, donc je pense que ça s'est suffisamment bien passé pour que je ne l'ai pas parce qu'on n'a pas eu besoin de me retirer un bout d'intestin. En revanche, j'ai plus été capable d'uriner, du coup je me suis sondée pendant 2 ans et demi, 3 ans avant d'être capable de retourner normalement aux toilettes, donc avec tout ce qui s'ensuit, des infections urinaires à répétition, des pyélonéphrite qui sont des infections des reins. J'en ai chopé une d'ailleurs direct à l'hôpital. Donc du coup, ça a abîmé mes reins. Voilà. Et donc ça, c'était il y a 5 ans. Alors si c'est beaucoup moins handicapant que ce qu'on peut s'imaginer quand on nous annonce ça, c'est quand même assez compliqué au travail de devoir faire tout le process, se désinfecter, utiliser des sondes, et puis ça pose problème parce que faut bien jeter ses sondes quelque part et les gens ne comprennent pas. Donc tu te retrouves avec des mots sur la porte des toilettes au travail de gens qui s'insurgent. Donc voilà. C'est gênant, donc j'en ai eu marre à un moment de toutes les infections urinaires, j'arrivais en partie à retourner aux toilettes, donc je me suis dit allez stop, tant pis. Mon opération. Donc j'ai eu des premiers symptômes à partir de 12 ans, j'ai été opérée, j'avais 24 ans, donc voilà, il y a eu quand même un petit espace, on m'a pas directement opérée, on a essayé d'autres choses. Mais vraiment c'était le dernier recours. Donc j'ai été opérée en juillet, comme je te l'ai dit, juillet 2019. L'opération s'est très bien passée, donc il m'a enlevé des kystes, des adhérences, des lésions. Et on m'a découvert aussi durant cette opération une atteinte au niveau du rectum, du côlon, qu'on n'avait pas forcément vu avant. Donc lui n'a pas touché à toutes ces atteintes, il s'est vraiment limité aux adhérences, donc voilà, ça s'est arrêté là. Ensuite, le post-op a été compliqué. Moi, ce qui m'a inquiétée en fait, c'est directement après mon opération, déjà j'avais de très très fortes douleurs, mais ça c'est dû au gaz, rien à voir avec... ça c'est horrible, vraiment.
Ok, je t'explique le truc des gaz. Enfin, c'est plutôt J qui l'explique dans le témoignage écrit qu'elle m'a transmis. Elle y écrit: lorsqu'on vous fait une colioscopie, on vous remplit le ventre de gaz et ces gaz remontent par la suite dans le reste du corps, notamment les épaules. Et J, elle dit que c'est pas particulièrement douloureux. Donc tu vois, ça dépend de chacun et chacune. Mais pour elle, c'est particulièrement désagréable. Mais moi, ce qui m'inquiétait, c'est qu'à partir de la 2e semaine après mon opération, j'ai commencé à ressentir des douleurs et je me suis dit, là, c'est pas les gaz. Là, c'est pas les gaz. Et franchement, ça ressemble vraiment à mes douleurs que je connaissais en fait. Que mes douleurs basiques d'endométriose. Enfin voilà, ça m'a fait peur en fait. Vraiment, je suis allée à mon rendez-vous post-op en me disant, ça n'a pas fonctionné. J'étais pas du tout optimiste. Donc voilà, donc je vais à mon rendez-vous post-op. Mon gynéco me dit que tout va bien, qu'il faut continuer à mener ma vie normale. J'avais repris une pilule, je ne sais plus laquelle, mais que ça allait aller. Donc il a essayé de me rassurer. Les jours passant, les semaines passant, mes symptômes sont revenus exactement comme ils étaient. Voilà. Donc les jours qui suivent les opérations sont parfois très compliqués. T'éprouves des difficultés à te lever, à aller aux toilettes, à te laver aussi. Ça, c'est J qui me le dit. Elle me raconte que c'est son amoureux qui, au début, devait lui donner sa douche. Et puis il y a les cicatrices aussi. Les cicatrices qu'il faut apprivoiser sur son corps. Au-delà de la médecine, disons, traditionnelle, parfois il y a des alternatives. Stella, par exemple, elle voit un acupuncteur et elle dit que ça fonctionne bien sur elle. Anaël et Lisa ont mis en place l'alimentation anti-inflammatoire. Parce que l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire et on considère que si tu consommes des aliments, par exemple, riches en graisse, ça peut favoriser les douleurs. Moi, je l'ai mis en place dès le début parce que je ne pouvais pas tenir mes douleurs quotidiennes. Parce que c'est ça le problème de la version entre guillemets de la maladie. J'imagine que si tu as parlé avec toutes les filles, tu sais que chaque endométriose est complètement différente et que des fois on a l'impression qu'on parle pas du tout de la même maladie tellement c'est opposé. Et moi en fait j'ai plus de règles du coup parce que j'ai une pilule en continu et en fait j'ai mal vraiment tous les jours. Il n'y a pas vraiment de lien avec le cycle à part des fois où j'ai plus mal ou moins mal en fonction de l'ovulation, etc. Mais j'ai vraiment mal tous les jours. Et du coup, dès le début, j'ai changé d'alimentation. Je me suis dit, ça au moins, c'est quelque chose que j'ai en main, que je peux changer moi, tu vois, qui ne dépend pas d'un médecin, d'un traitement, d'une ordonnance. Donc, j'ai arrêté directement le gluten et les produits laitiers. Là, j'ai tout arrêté dès le début assez radicalement pour nettoyer mon corps. Et depuis quelques mois, j'ai réintégré les produits laitiers de brebis et de chèvre, mais à très très petite dose pour éviter de trop traumatiser mon corps. Et pour moi, ça a eu un vrai impact, complètement. Là, je sais que si je remange du gluten, je vais être malade pendant plusieurs heures, pliée en deux, de souffrance. Et le lait de vache, c'est pareil. La brebis, du coup, c'est un peu un coup de poker à chaque fois que j'en mange. Le chèvre aussi. Je sais jamais comment ça va se passer. Donc je parie. Donc en général, quand j'en mange, c'est que je sais que ça va, j'ai pas trop de douleur, que je suis pas dans un moment de mon cycle entre guillemets, même si du coup j'ai plus trop de cycle, mais où c'est raisonnable, où j'ai rien de prévu aussi après, parce que en général, si je dois sortir de chez moi, j'évite. Mais oui, du coup, j'ai complètement changé. Et puis, du coup, on s'est vraiment mis avec mon copain, on habite ensemble maintenant, on s'est vraiment mis au bio, moins de viande aussi, et en tout cas plus raisonné. C'est comme ça qu'on dit, je crois. pas de viande un peu pourrable de je sais pas où. Et voilà, pour essayer de faire attention. Beaucoup de produits naturels. Le problème un peu de cette maladie, c'est qu'on est un peu censé cuisiner, de ce que j'ai compris. Sauf qu'on ne tient pas beaucoup debout pour cuisiner, justement. C'est un peu paradoxal. Mais j'essaye de faire de mon mieux. Je fais du batch cooking. Je ne sais pas si tu connais. Non, c'est quoi c'est quand tu prépares plusieurs repas d'un coup pour ta semaine. Ah oui, d'accord. Je sais pas que ça dès que j'ai s'appelait de comme ça. l'énergie. Okay. Ouais, apparemment, c'est vachement à la mode comme terme.
Du coup, je fais ça dès que j'ai un peu d'énergie. Je cuisine plein de trucs pour en avoir d'avance parce que je sais jamais comment je vais me sentir le lendemain, quoi. Ok. Bah, du coup, en fait, j'ai vu plein d'articles, j'ai contacté une diététicienne, j'ai été voir une naturopathe aussi pour la partie alimentation, parce que je sais que ça influe beaucoup dans l'endométriose. Et actuellement, en plus, je suis en train de suivre un régime sans sucre, sans gluten, presque sans protéines animales. Et sans gluten, qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre? Bah, et sans produits laitiers, mais bon, ça fait longtemps que j'en mange plus. Mais il y a plein de médecines alternatives, hein. Il y a plein de trucs qui peuvent te permettre de gérer tes douleurs. Chloé, par exemple, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup de contractions et qu'à un moment donné, ses douleurs étaient devenues trop insupportables et qu'elle faisait beaucoup trop de malaise. Elle a consulté un hypnothérapeute qui lui a appris à gérer ses douleurs et depuis, elle fait plus de malaise. Il y en a d'autres qui font du yoga, mais tu vois, l'idée c'est ça, c'est de t'informer et de trouver la bonne alternative, celle qui te correspond. Bon, tu l'auras compris, l'endométriose a une place très importante dans la vie des personnes qui la vivent au quotidien. Je parle des personnes qui en sont atteintes, bien sûr, mais aussi de leur entourage. Certaines filles m'ont confié qu'avoir de l'endométriose, ça faisait un genre de sélection naturelle dans ton groupe d'amis. Pour d'autres, ça a renforcé les liens. Certaines amies se sont montrées présentes et à l'écoute. Ma mère a été présente et a tout à fait compris, etc. Quand je vivais encore chez elle, puis même aujourd'hui, elle est toujours très compréhensive et très inquiète de la situation. Au niveau de mes relations amoureuses, à la fois oui et non, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de rejet de cette histoire. Après, bon, comme malheureusement beaucoup de personnes, j'ai pas forcément eu des relations toujours idylliques, donc la pression du rapport dans mes premières relations était là, donc se forcer à avoir un rapport alors que t'as mal, voilà, c'est pas super. Et donc finalement, jusqu'à ma relation actuelle, qui maintenant dure depuis 7 ans, donc qui remonte, mais jusqu'à cette relation-là, en fait, c'était un peu quelque chose, pas que je cachais, c'est-à-dire que j'expliquais que j'avais de l'endométriose, que ça pouvait être compliqué, que je pouvais avoir des rapports compliqués, mais en fait, ma souffrance ou autre, ce genre de choses, j'en parlais pas particulièrement et je la gardais pour moi. Et là, par contre, aujourd'hui, je suis avec un compagnon qui est hyper compréhensif sur la question, inquiet, qui a été là pendant ma deuxième opération, qui a été hyper présent et qui est même très actif lui-même, un peu dans la prévention, quoi. Quand il entend qu'une de ses amies ou connaissances a des douleurs pendant les règles, il va être le premier à tout de suite en parler. J'ai vraiment de la chance, c'est que j'ai des amis en or qui, même lorsque j'annule au dernier moment un anniversaire, une soirée, que je peux pas bouger, mais ils sont exceptionnels. Alors peut-être qu'ils m'en veulent, mais et puis j'imagine, parce que franchement par moments moi aussi je leur en aurais voulu si j'avais été à leur place, mais ils ont toujours été très compréhensifs, très à l'écoute. Pour être très honnête, ça fait un grand tri dans les personnes que j'ai fréquentées. D'accord. Parce que déjà, de par l'errance médicale, mais ensuite le fait d'avoir une maladie chronique et qui plus est invisible, comme on l'appelle, ça fait que les gens sont vite saoulés en fait. Si les gens n'ont pas un vrai intérêt à passer du temps avec toi, en fait ça les gonfle d'avoir une pote qui est tout le temps malade, qui peut pas faire grand chose, qui a changé d'alimentation, donc il faut faire attention quand on l'invite où que ce soit, et qui parle que de ça, parce qu'au final tu vois bien si t'as plus vraiment de travail, que tu peux plus sortir autant que tu voulais qu'avant, et que t'es stone toute la journée, donc tu regardes des films et voilà, tu vois, des fois je peux même pas lire un livre, quoi, donc du coup t'as pas grand chose à raconter, donc les gens ça les intéresse pas trop, et donc ça fait pas mal de tri. J'ai la chance d'être assez bien entourée, dans le sens où, par exemple, ma mère m'a toujours cru, elle m'a toujours traité de chochotte, mais à côté de ça, elle a toujours fait le nécessaire pour que j'ai le moins mal possible, même quand on savait pas que j'étais malade et tout. J'ai de la chance d'être entourée par des personnes qui comprennent ma maladie, qui savent comment se comporter avec moi en cas de crise, qui peuvent m'épauler et entendre que je ne suis pas toujours en forme. Et du côté de l'entourage, il y a Camille, par exemple, qui a vu sa mère souffrir pendant une grande partie de son enfance. Moi, le souvenir que j'ai de l'endométriose de ma maman,
c'est la douleur. Je l'ai pas vécu moi, mais j'ai vu ma maman souffrir énormément. Donc moi, au moment justement de ces douleurs inexpliquées, parce que ma maman n'avait donc toujours pas d'explication, je devais avoir 9-10 ans, au moment où vraiment j'ai commencé à comprendre que ma maman souffrait. Et elle souffrait à tel point que je la voyais parfois s'effondrer en pleurant dans les bras de mon papa. Souvent, c'est qu'elle pensait que j'entendais pas ou que voilà, je ne pouvais pas voir. Ça m'est arrivé quelquefois de le surprendre. Elle essayait vraiment toujours d'être très forte. Elle était très forte. Et je me souviens, voilà, elle disait à mon papa que elle en pouvait plus, que qu'elle en pouvait plus de ses douleurs, que c'était plus tenable. Ça, vraiment, toute sa vie était changée pour elle travailler, c'était dur. Pour elle sortir, voir des amis, c'était dur. Et en plus, elle prenait donc beaucoup d'antidouleurs. Sauf que en parallèle de son endométriose, ma maman est migraineuse. Et donc beaucoup en fait d'antidouleurs, d'anti-inflammatoires, lui causaient des grosses migraines. Donc soit en fait elle souffrait entièrement des causes de son endométriose, soit elle atténuait la douleur. Mais dans ce cas-là, elle avait des migraines qui duraient plusieurs jours sans interruption. Ça, c'est aussi quelque chose qui, moi, m'a marqué. Les souvenirs de ma maman qui avait des migraines ininterrompues pendant plusieurs jours, qui on pouvait pas lui parler avec un ton de voix normal, c'était trop fort. N'importe quel bruit était trop fort, la lumière, voilà, elle supportait plus rien. Tout la faisait souffrir. Quand elle était sous médicaments, c'était juste pas les mêmes choses, mais tout la faisait souffrir. Donc quand maman est rentrée dans le cabinet de consultation, cette gynécologue ne lui a même pas en fait demandé de se déshabiller. En fait, ma mère a même gardé son manteau. Quand ma maman a dit pourquoi elle venait, pour des douleurs de règles vraiment très fortes et qui d'ailleurs avaient lieu même entre en fait les menstruations, la gynécologue lui a répondu que c'était normal, que c'était ça que d'être une femme et que fallait qu'elle accepte de vivre avec ses douleurs et fallait qu'elle arrête de s'en plaindre. Elle a été choquée par ça. Mais elle est partie en fait. Elle a rien demandé de plus. Un jour, elle est allée voir une gynécologue chirurgienne à l'hôpital de Dinan. Et à peine en fait, elle a commencé à raconter ces douleurs-là que la chirurgienne, la gynécologue lui a tout de suite dit c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et en fait, la première chose qu'elle a dit, avant même d'apporter l'explication à laquelle elle a pensé tout de suite, l'endométriose, avant même d'apporter ça, elle a dit à ma maman, de ce que ma maman m'a raconté, ce n'est pas normal de souffrir autant, ce n'est pas normal de souffrir comme ça. Il y a quelque chose qui se passe. Et on va s'occuper de vous, on va chercher ensemble ce que c'est, et on va trouver une solution ensemble. Parce que personne ne peut se résigner à souffrir comme ça. Donc ma maman a été diagnostiquée atteinte d'endométriose et même d'endométriose avancée. À tel point qu'en fait l'endométriose avait... je me souviens, ma maman, elle, m'avait décrit, comme lui avait décrit la chirurgienne, avec une analogie d'une toile d'araignée. Et bien cette toile d'araignée de l'endométriose s'était développée partout dans l'abdomen. Ça avait dépassé l'utérus, ça avait dépassé les trompes et ça atteignait le système digestif. Et la chirurgienne a eu peur en fait. Elle a eu peur et ils ont pris ma maman en urgence parce que si l'endométriose se resserrait autour des organes digestifs, ma maman risquait l'occlusion intestinale. Et une occlusion intestinale, ça peut être mortel. Et donc, a eu lieu une première opération. Donc cette opération, il y a eu seulement des petites ouvertures, pas de, voilà, de grandes opérations, pas de césarienne en fait. Et donc ils ont essayé d'enlever un maximum l'endométriose sans trop ouvrir. Et ça avait plutôt bien marché en fait, mais ça n'a pas été assez. Après cette première opération, ils ont refait des tests pour regarder s'il restait de l'endométriose dans l'abdomen.
et si elle continue à se développer. Et en fait, oui, en n'ouvrant pas complètement, ils n'avaient pas réussi à tout enlever. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où il y en a même un peu, ça va continuer à se développer. Donc, à ce moment-là, ils ont décidé de faire une deuxième opération. C'était assez peu de temps après la première, hein, 1 an, je crois, maximum. Et donc cette deuxième opération a eu lieu, beaucoup plus lourde, puisque là, ils devaient endormir ma maman vraiment plusieurs heures. J'ai un souvenir de 6 ou 8 heures. Et ils devaient l'ouvrir complètement. Donc c'était bien sûr une opération bien plus à risque. Et je me souviens très bien que j'étais en 6e au moment de la deuxième opération. Et je me souviens très bien d'être en cours et de me dire ok, là il est l'heure, je sais que ma maman est sur le billard, elle est en train d'être opérée. Je suis allée la voir dès qu'on pouvait avec mon papa, le soir même si je me souviens bien. Et bon, alors évidemment elle était complètement endormie, voilà, une suite d'opérations sous anesthésie normale, hein. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas vue aussi heureuse et détendue en fait. Alors bien sûr il y avait l'effet de l'anesthésie, hein, elle flottait complètement, mais elle avait vraiment eu l'impression d'être prise en charge et qu'on faisait quelque chose pour elle. Mais le contre-coup de cette opération, c'est qu'ils n'avaient pas seulement enlevé l'endométriose, c'est qu'ils avaient tout enlevé, pour ainsi dire. Donc ma maman aujourd'hui n'a plus d'utérus, plus d'ovaires et plus de trompe. Donc elle n'a plus aucun appareil reproducteur, plus aucune pièce de l'appareil reproducteur. C'était en fait les conditions pour pouvoir enlever l'endométriose, pour pouvoir enlever les racines de la maladie sans qu'elle continue de proliférer. Donc évidemment, moi j'ai appris après tout ça, c'est pour ça que je le raconte dans cet ordre, j'ai appris après que ma maman avait dû faire le choix de ne plus avoir son appareil reproducteur. Et d'ailleurs, c'était pas trop un choix en fait, honnêtement, elle avait pas vraiment le choix, c'était la seule manière pour elle de guérir finalement. Et voilà, elle m'a dit après qu'en tant que femme, ce n'était pas facile de se dire qu'elle abandonnait une partie d'elle. Je crois qu'elle a eu un chemin d'acceptation où le plus important pour elle, c'était de guérir. Je l'ai sentie libérée. Alors par contre, après, il y a eu des conséquences suite à ça, puisque qui dit plus d'appareil reproducteur, dit des changements, et notamment une ménopause. Donc ma maman a été ménopausée à 40 ans. Et c'est pas facile. Elle a été ménopausée jeune, et en plus d'une ménopause artificielle, qui ne s'est pas déroulée de manière douce. Ça a été une ménopause très subite. D'un coup, les hormones n'étaient plus les mêmes, les productions hormonales n'étaient plus les mêmes. Et ça lui a fait un gros choc. Parce que physiquement, il faut le gérer aussi. Il y a eu des impacts sur son physique et sur sa santé. Et ça a toujours un impact aujourd'hui. Il y a eu plusieurs choses. D'abord, il y a eu que avoir enlevé comme ça quand même utérus plus trompe plus ovaire, ça fait qu'il y a un vide dans l'abdomen. Et on dit souvent que la nature n'aime pas le vide, et c'est vrai, dans un corps, si à un moment il y a un endroit vide, bien les autres organes vont bouger pour combler ce vide. Et donc ma maman a dû faire face à ce problème en fait d'organes qui se collent pour chercher à combler du vide. Sauf que ça fait mal parce que c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. Et donc elle a mis plusieurs années avec l'aide d'une éthiopathe notamment à réussir à trouver des moyens d'éviter trop ces mouvements d'organes et le fait que ça se colle. Et voilà, avec des massages du ventre, des manipulations, des postures, des respirations. Elle a appris beaucoup, plein de manières de pouvoir gérer ça, gérer son ventre en fait. Et l'accepter, ne pas le rejeter. Elle a eu un moment où elle avait de nouveau des douleurs et elle voulait pas en fait, elle voulait pas retourner là-dedans. Elle a eu peur. Et elle a dû accepter ce nouveau ventre, ce ventre différent, avec moins d'organes, et réussir à le gérer. Donc ça, je sais que ça a été un travail qu'elle a beaucoup fait.
Après, les changements hormonaux ont eu des conséquences. Par exemple, ma maman souffre aujourd'hui d'ostéoporose. Donc voilà, les os sont fragilisés. Donc ça aussi, il a fallu, un, l'accepter, et deux, après, le gérer, adapter le mode de vie qu'elle avait. Ma maman, par exemple, ces dernières années, s'est remise au sport pour pouvoir renforcer toute sa ceinture abdominale, dorsale, pour en fait avoir moins de poids sur ses muscles, pour pouvoir plus facilement se porter. Donc ça a été un changement total de sa vie. Et alors jusque-là, on a parlé d'endométriose, mais tu t'en doutes, c'est pas la seule maladie gynécologique qui existe, hein. Parmi les autres, il y a aussi l'adénomiose. Plusieurs personnes que j'ai interrogées ont cette maladie aussi en plus. Bah ouais, parce que sinon c'est pas marrant. Bénédicte, elle, souffre uniquement, si je puis dire, d'adénomiose. C'est une sœur de l'endométriose. En fait, l'endométriose se diffuse hors de l'utérus. Et pour ce qui est de l'adénomiose, donc c'est interne. Donc moi, en fait, j'ai des kystes de sang en fait qui sont au sein du muscle qui entoure l'utérus. Donc ça reste localisé dans cette partie du corps. Pour moi, ça ne va pas dans d'autres organes. J'ai pas d'atteinte au niveau de la vessie, ni au niveau, pour certaines, des poumons. Donc ça reste très localisé, mais la douleur n'en est pas moins intense. Donc en fait, j'avais depuis à peu près 5 ans des règles qui étaient plus ou moins douloureuses. Ça dépendait des mois. Mais les douleurs s'intensifiaient depuis vraiment 2 ans, avec impossibilité de se lever, des pertes de sang très 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 intenses. Et une fois, je me suis retrouvée dans ma salle de bain, sur la cuvette des toilettes, à baver, à vomir, à avoir la tête qui tournait et à être à la limite de la perte de connaissance et de l'évanouissement. Donc je me suis dit qu'il y avait vraiment un problème et que c'était grave. J'en ai parlé à ma gynécologue qui m'a donc prescrit une échographie pelvienne. Et l'examen a duré 5 minutes. La personne m'a juste dit vous n'avez rien du tout, pas du tout d'endométriose, il n'y a rien du tout. Je dis mais c'est quand même très étrange parce que moi j'ai vraiment mal et il faut trouver la solution. En tout cas, il m'a dit c'est pas ça, donc c'est pas l'endométriose. Je me suis dit mais j'ai vraiment trop mal et c'est pas dans ma tête et c'est pas normal. Et c'est même mes amis et ma maman qui m'ont dit mais c'est pas normal d'avoir mal comme ça, parce que j'avais tendance à me dire que j'avais pas de chance, que j'avais mal et que c'était comme ça et qu'il n'y avait pas d'autre solution et qu'il n'y avait pas d'explication, j'étais juste mal tombée. Et donc des amis m'ont recommandé une gynécologue qui m'a represcrit un examen et une échographie pelvienne auprès d'un médecin spécialiste à Paris de l'endométriose et de la détection de cette maladie. Donc je suis allée le voir. L'examen a été complètement différent du premier qui s'était passé 1 an avant. Il a vraiment pris le temps et il a donc détecté cette adénomiose qui est donc la cause de toutes mes douleurs. Là, ça fait 1 mois que je suis sous cette nouvelle pilule qui s'appelle Zoélie, où il y a des hormones naturelles. C'est la seule pilule avec des hormones naturelles qui semble me convenir parce que, depuis 1 mois, je n'ai plus de douleur et je peux vivre normalement, j'ai envie de dire. Donc je la prends en continu, ce qui m'empêche d'avoir mes règles, enfin ce qui coupe absolument les règles. Alors c'est censé couper totalement les règles, moi je les ai encore un petit peu, mais ça n'a rien à voir avec... En fait, dans le cas de l'adénomiose, plus que de l'endométriose, il y a vraiment des cas de ce qu'on appelle ménorrhagie, je crois. Enfin, ce sont des saignements qui sont très 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 intenses. Donc moi ça a vraiment diminué ce problème. Donc j'ai quelques petits saignements, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'avais avant. Bon, l'endométriose, l'adénomiose, c'est très handicapant, ça apporte beaucoup de choses négatives, mais j'ai quand même envie d'amorcer la fin de ce podcast avec les jolies victoires de Nina. L'été dernier, par exemple, j'avais prévu avec ma famille de marcher les chemins de Saint-Jacques. Donc c'était quand même une grande randonnée du coup de 33 jours où j'ai fait pratiquement 800 km. Et
Et sur ce chemin, j'ai eu mes douleurs d'endométriose. Et pendant 2-3 jours, c'était très difficile de marcher, mais voilà, j'ai quand même réussi à marcher au final. J'ai participé à une marche à Londres. On était tous en tutu et ça a fait du bien en fait de rencontrer plein d'autres femmes de tout âge qui marchaient. Donc on a marché 30 km dans Londres contre l'endométriose. Voilà, ça m'a fait du bien de savoir que tu es entourée et que tu n'es pas toute seule. Et j'ai eu la chance que ma mère et ma meilleure amie ont marché avec moi. Donc voilà. J'ai fini chaque entretien en demandant à la personne à qui je parlais si tu avais des conseils à partager à une personne qui présente des symptômes d'endométriose et à son entourage. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Battez-vous autant que vous pouvez, ne laissez pas traîner, jamais, peu importe ce que c'est, mais ce qu'on sait aussi surtout pour l'endométriose, c'est que plus on attend et plus les ovaires et les autres organes d'ailleurs sont attaqués, donc qu'il ne faut vraiment pas du tout perdre de temps. Vraiment, le meilleur conseil que je pourrais donner à n'importe qui sentirait que quelque chose ne va pas de ce côté-là, c'est d'insister. Insister. Faut pas avoir peur de passer pour une relou aux urgences ou quoi, ou de passer pour une folle. Il faut vraiment dire, comme j'ai fait, comme je te l'ai expliqué au début, il faut vraiment s'asseoir et dire écoutez, maintenant je sais que quelque chose ne va pas, je voudrais au moins des tests, je voudrais une échographie, faites avec précision, pas bâclé quoi. Quel conseil, entourez-vous bien, faites-vous ce qui vous fait du bien, prenez soin de vous, virez les gens toxiques de votre vie qui n'acceptent pas que vous êtes malade et qui vous reprochent de ne pas venir parce que vous avez mal quelque part. Et voilà, respectez-vous avant tout quoi. Si je devais donner un conseil, ce serait ça. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. J'aurais aussi un dernier conseil pour les personnes atteintes d'endométriose ou autres qui doivent être opérées ou qui prennent un suivi. Moi, je vous conseille d'être suivi par plusieurs personnes. Comme ça, vous avez plusieurs avis autour de vous et vous voyez lequel vous correspond le mieux parce que voilà quoi, vaut mieux avoir plusieurs avis sur la forme de notre maladie plutôt que d'avoir un seul avis et de s'en fier à un seul quoi. Vaut mieux voir toutes les possibilités qu'il y a autour aussi. Avoir des douleurs pendant ses règles, c'est pas normal, c'est pas forcément significatif qu'on a de l'endométriose, mais en tout cas souffrir beaucoup, c'est pas normal et il y a des solutions, qu'elles existent, donc il faut en parler à un médecin absolument, qu'il faut pas, que pareil, avoir des douleurs pendant ses relations sexuelles, ce n'est pas normal non plus. Voilà, en tout cas qu'il faut pas taire la douleur. On devrait être pris en charge plus facilement, compris par nos supérieurs hiérarchiques, par nos professeurs et surtout par notre entourage. Alors si toi aussi tu présentes des symptômes de l'endométriose, n'hésite pas, va consulter, renseigne-toi, parle-en autour de toi. Cela pourrait t'éviter des années d'errance médicale et surtout n'oublie pas que tu n'es pas seul. Je termine cet épisode avec quelques petites informations. Sache que toute personne scolarisée à l'école, au collège ou au lycée peut obtenir ce qu'on appelle un PAI. C'est un projet d'accueil individualisé. C'est un document écrit qui permet de préciser les adaptations à apporter à la vie de l'enfant ou de l'adolescent en collectivité. Stella, par exemple, a pu obtenir un PAI au lycée. Aussi, une personne qui travaille peut faire reconnaître son endométriose comme étant une ALD. C'est une affection longue durée. Bon, je te mets tout dans la description pour que tu en saches plus et pour que tu ailles chercher par toi-même. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Tu peux l'aimer, tu peux le commenter et surtout tu peux le partager autour de toi. Merci encore à toutes les personnes qui ont accepté de témoigner et merci à toi de nous avoir écoutés. À très vite, bisous.